Le personnage principal de cette histoire est Thabit Imkura. Oh, ce n'est pas la première fois que nous le rencontrons. En géométrie pour le cinquième postulat et la généralisation du théorème de Pythagore. En arithmétique pour les nombres amiables. Il est un des plus grands mathématiciens de tous les temps. Cette fois-ci, je voudrais que nous essayions de connaître un peu mieux sa personnalité et son environnement culturel. À quoi ressemblait-il? On ne le sait pas vraiment. Ce qu'on connaît de lui tient dans quelques notices biographiques. La plus complète est celle d'Al-Kifti. La voici. Sabéen des gens de Haran, il s'est déplacé vers la cité de Bagdad qu'il a faite sienne. C'est la philosophie qui l'emportait chez lui. Il vivait sous le règne d'Al-Mu'tadid. On lui doit de nombreux livres dans différentes sciences, comme la logique, l'arithmétique, la géométrie, l'astrologie et l'astronomie. Il est des plus étonnants en sa science. Le calife Al-Mu'tadid dont parle Al-Kifti, le voici. Enfin, peut-être. Il n'a pas l'air commode. La carrière d'Imkura a commencé sous le règne du père d'Al-Mu'tadid, Al-Muwafaq. Nous les retrouverons dans la suite de cette histoire. Sous leur règne, le califat abbasside de Bagdad domine un territoire immense. Bagdad est dans le rectangle bleu. Comment Imkura y est-il arrivé? Al-Kifti précise: il est né à Haran où il était agent de change. Mohammad ibn Moussa ibn Shakir l'a ramené lorsqu'il est revenu du pays des Byzantins, car il l'avait trouvé éloquent. Mohammad ibn Moussa ibn Shakir est l'aîné des frères Banu Moussa. Il voyage souvent, en particulier dans le pays des Byzantins, qui est la Turquie actuelle. Il y recherche des manuscrits grecs et aussi des hommes capables de les lire et de les traduire en arabe. Sur la route qui le ramène à Bagdad, en bas à droite, il passe par Haran, dans le rectangle bleu le plus haut, au sud de la Turquie actuelle. Il y rencontre Thabit Imkura qui est le candidat rêvé. Sa langue maternelle est le syriaque, mais il parle aussi le grec et l'arabe. Écoutons à nouveau Al-Kifti. On a dit qu'il est venu auprès de Muhammad ibn Moussa et qu'il s'est instruit dans sa maison. Ibn Moussa l'a mis en rapport avec Al-Mu'tadid et l'a introduit dans le milieu des astronomes. Ce Thabit Imkura est parvenu avec Al-Mu'tadid au rang le plus prestigieux et à la position la plus éminente, au point qu'il s'asseyait en sa présence à tout moment, qu'il parlait longuement et plaisantait avec lui, et venait le voir sans ses ministres ni ses intimes. Donc, Imkura s'est trouvé à Bagdad au plus beau jour de la maison de la sagesse. Outre les frères Banu Moussa, à qui il devait sa formation et sa promotion sociale, il avait pour aînés Al-Khawarizmi et Al-Kindi. Comme eux, Imkura était non seulement un traducteur, mais encore un savant universel, capable d'écrire aussi bien sur la médecine et la physique que sur les mathématiques. La famille Imkura s'est maintenue au plus haut niveau du pouvoir scientifique sur 3 générations. Le fils de Thabit, Sinan ibn Thabit, était principalement connu comme médecin. Il en était arrivé à diriger l'ensemble des activités médicales à Bagdad, au point que vers 930, les futurs médecins devaient être examinés par lui avant d'être autorisés à exercer. Le fils de Sinan s'appelait Ibrahim. C'était un mathématicien particulièrement doué. Malheureusement, il est mort relativement jeune, à 38 ans. Remarquez que son grand-père était décédé depuis 7 ans quand il est né. Malgré, ou peut-être à cause de cela, le petit-fils montre un grand respect pour les travaux du grand-père. Écoutez-le.
J'ai fait un ouvrage sur la mesure de la parabole en un seul livre. Mon grand-père avait déterminé la mesure de cette section. Certains géomètres contemporains m'ont fait savoir qu'il y a sur ce sujet une œuvre d'Al-Mahani, plus facile que celle de mon grand-père. Je n'ai pas aimé qu'il y ait une œuvre d'Al-Mahani plus avancée que l'œuvre de mon grand-père, sans que, parmi nous, il y en ait un qui le surpasse dans son œuvre. Effectivement, Ibrahim a réussi à faire mieux que Al-Mahani et que son grand-père, en élégance et en concision. Néanmoins, je vais vous présenter la version du grand-père. Auparavant, pour comparaison, je voudrais vous rappeler le principe de la méthode d'Archimède pour la quadrature de la parabole. Considérez le triangle ABC inscrit dans une parabole. Ce n'est pas n'importe quel triangle. Le point A est tel que la tangente à la parabole passant par A est parallèle au segment BC. Les projections de A, B et C parallèlement à l'axe de la parabole déterminent deux segments égaux. Archimède affirme que l'aire du segment de parabole au-dessus du segment BC est les 4/3 de l'aire du triangle ABC. Comment s'y prend-il? Il itère la construction sur les deux segments AB et AC. Il obtient ainsi les deux triangles verts. Archimède démontre que l'aire cumulée de ces deux triangles verts est le quart de l'aire du triangle bleu. À l'étape suivante, on obtient 4 triangles jaunes, dont les aires cumulées sont le 16e de l'aire du triangle bleu, etc. Donc le rapport de l'aire du segment de parabole à l'aire du triangle bleu est 1 plus un quart plus un 16e, etc. La somme de cette série géométrique est 4/3, d'où le résultat. Évidemment, Archimède ne calcule pas la somme d'une série. Il utilise la méthode d'exhaustion pour encadrer le segment de parabole par deux suites de triangles. Puis il termine par une double démonstration par l'absurde, qui prouve que le rapport cherché ne peut être ni plus grand ni plus petit que 4/3. Thabit Inkura ne connaît pas le traité d'Archimède sur la quadrature de la parabole. Aucun manuscrit n'en a encore été retrouvé. Il est pourtant bien conscient des traités sur la mesure du cercle, ainsi que de la sphère et du cylindre, que les frères Banu Moussa ont commentés. Par contre, Inkura connaît parfaitement les coniques d'Apollonius, qu'il a lui-même traduites. Vous avez sous les yeux un manuscrit de cette traduction, et c'est par la traduction d'Inkura que les coniques ont été transmises à l'Occident. Bien sûr, il connaît aussi parfaitement les éléments d'Euclide, ainsi que la méthode d'exhaustion. Voici l'énoncé de son résultat principal. La parabole est infinie, mais l'aire de l'une quelconque de ses portions est égale aux 2/3 de l'aire du parallélogramme de même base et de même hauteur que le nombre. Comparer le parallélogramme circonscrit et le triangle inscrit revient exactement au même. Donc Inkura démontre bien le même résultat qu'Archimède. Mais il s'y prend de manière totalement différente. Son lemme principal est le suivant. Si on mène dans une parabole l'un de ses diamètres et des ordonnées à ce diamètre, de sorte que les rapports des parties du diamètre en lesquelles les ordonnées l'ont partagé, considérés successivement, soient égaux au rapport des nombres impairs successifs, commençant par 1. Alors, les rapports des ordonnées menées dans la parabole, les unes aux autres considérées successivement, sont égaux au rapport des nombres pairs successifs, commençant par 2, considérés successivement. Cela mérite quelques explications. Prenez à titre d'exemple la parabole d'équation y égale x2. Ce qu'Apollonius appelle diamètre, c'est l'axe de symétrie. Ici, l'axe des y, en rouge. Les ordonnées pour Apollonius, ce sont des segments orthogonaux au diamètre, placés dans l'ordre, qui coupent la conique. Faut-il le rappeler, l'adjectif couper en latin
se dit abscissa. Disons que ces segments ordonnés le nom du diamètre sont tels que la distance du premier au sommet soit 1, la distance du premier au second soit 3, puis 5, puis 7, etc. Les nombres impairs considérés successivement, comme dit Imkura. Depuis Pythagore au moins, et même longtemps avant, on sait que la somme des premiers nombres impairs est un carré. Ici, la distance du second segment vert au sommet est 1 plus 3 égale 4. La distance du troisième est 9. La distance du quatrième est 16. Les abscisses correspondantes, à savoir les longueurs successives des segments verts, sont 2, 4, 6, 8, etc., à savoir la suite des nombres pairs, comme a dit Imkura. Bien sûr, cette figure n'est exacte que pour une parabole particulière. Mais Imkura n'a jamais parlé de longueur, seulement de rapports. Et ces rapports sont conservés par transformation affine. De sorte que si on choisit un pas de discrétisation H et des ordonnées successives H, 3H, 5H, etc., les abscisses seront proportionnelles à 2, 4, etc. Cela peut sembler bizarre de l'exprimer ainsi, puisqu'après tout, si une suite a des termes proportionnels aux entiers pairs, ils sont proportionnels aux entiers tout court. Mais regardez la figure, et rappelez-vous que les démonstrations de ce genre de résultats étaient purement géométriques. Il n'était pas question d'écrire une équation algébrique. Pour conclure, Imkura utilise la méthode d'exhaustion pour encadrer la surface d'un segment de parabole. Après un découpage selon des ordonnées proportionnelles au carré d'entier, il calcule deux sommes de rectangles pour une approximation par défaut et par excès. Ces deux sommes de rectangles utilisent la somme des premiers carrés d'entier, qu'il a pris soin de calculer dans un lemme préliminaire. Et la conclusion s'obtient par une double démonstration par l'absurde, comme chez Archimède. C'est précis, c'est rigoureux, de la très belle mathématique. De plus, c'est une anticipation impressionnante de l'intégration par somme de Riemann. En disant cela, je ne cherche pas à opposer Imkura et Archimède. Songez qu'il y a plus d'un millénaire entre les deux, autant qu'entre Imkura et nous. Mais par cette démonstration, Imkura se hisse incontestablement au niveau d'Archimède, et il ne sera véritablement dépassé qu'au XVIIe siècle en Europe. L'expression de mon admiration sincère est aussi destinée à vous préparer à écouter la suite sans jugement de valeur. Vous allez être surpris, choqué peut-être. Rappelez-vous simplement que nous n'avons pas le droit de projeter nos catégories mentales sur des penseurs qui avaient un fonctionnement intellectuel totalement différent du nôtre. Allons-y. Tout d'abord, Imkura n'est pas musulman, c'est un sabéen de Harran. Il en est plutôt fier d'ailleurs. Cette ville bénie de Harran n'a jamais été souillée par l'errance des chrétiens. C'est nous qui sommes héritiers des Sabéens, c'est de nous qu'ils sont les héritiers dispersés de par le monde. Qui a civilisé la terre, bâti les villes? N'est-ce pas les meilleurs Sabéens et leurs rois? Qui a fondé les ports et les canaux? Qui a expliqué les sciences occultes? À qui la divinité a divulgué l'art divinatoire et enseigné l'avenir? S'est-elle révélée? N'est-ce pas aux célèbres Sabéens? C'est eux qui ont élucidé tout cela et qui ont écrit sur la médecine des âmes et sur leur délivrance, et qui ont aussi divulgué la médecine des corps et comblé l'univers d'actions bonnes et sages qui sont le pilier de la vertu. Sans les sciences des Sabéens, le monde serait désert, vide et tombé dans l'indigence. Il ne reste pas grand-chose de la ville de Harran qui a été détruite par les Mongols au XIIIe siècle. Pour obtenir la protection des musulmans
Au même titre que les chrétiens et les juifs, les Sabéens ont eu l'astuce de se présenter comme une des religions du livre. En fait, ils vouaient un culte aux planètes et aux étoiles, peut-être hérité des anciens Mésopotamiens. On peut se faire une idée indirecte de la religion des Sabéens et de leur temple par le témoignage d'Al-Massoudi, qui ne date que d'un demi-siècle après Inkora. Appréciez l'intrication entre religion, astronomie et géométrie. Il y avait, chez les Sabéens de Haran, des temples consacrés aux substances intellectuelles et aux astres, entre autres le temple de la cause première et le temple de la raison. Il y avait aussi chez les Sabéens le temple de la chaîne, celui de la matière, celui de l'âme. Ces trois édifices étaient de forme circulaire. Le temple de Saturne décrivait un hexagone, le temple de Jupiter un triangle, le temple de Mars un rectangle, celui du Soleil un carré, celui de Mercure un triangle, celui de Vénus un triangle inscrit dans un rectangle. Le temple de la Lune était octogone. Ces formes diverses se rattachaient à des allégories et à des mystères que les Sabéens ne divulguaient jamais. Le cadi Ibn Aïchoun de Haran, homme intelligent et instruit, a composé un long poème sur les croyances des Haraniens dits Sabéens. Ce poète, parlant de ce temps et de ces quatre souterrains où s'élevaient des idoles faites à l'image des corps célestes et des divinités supérieures, nous divulgue les mystères de ces idoles. Il raconte que les Sabéens introduisaient leurs jeunes enfants dans ces souterrains et les conduisaient en face des idoles. Une pâleur subite, suivie de rougeur, se répandait sur les traits de ces enfants lorsqu'ils entendaient les sons étranges et les paroles inconnues qui semblaient sortir de ces idoles, grâce aux mécanismes et conduits secrets pratiqués à cet effet. Des prêtres cachés derrière le mur prononçaient différentes paroles. Le son de leur voix transmis par des tubes et un appareil d'anches et de tuyaux, aboutissant à l'intérieur de ces statues creuses et construites sur une forme humaine, semblait sortir des idoles mêmes. Par ce stratagème emprunté à l'Antiquité, ils captaient la raison, s'assuraient l'obéissance des fidèles et dominaient à la fois le roi et le peuple. Vous imaginez bien que l'impression laissée sur ces pauvres enfants n'allait pas s'effacer de sitôt. Inkura a été l'un d'eux, et il ne s'est jamais éloigné de sa religion sabéenne. Arrivé à Bagdad, il est devenu le chef de sa communauté religieuse, que sa position élevée à la cour lui permettait de protéger. En plus d'être le grand mathématicien que nous avons vu, Thabit était aussi médecin, physicien, astronome et surtout astrologue. Écoutez son opinion à propos des sciences. Quiconque est doué en géométrie et en philosophie, s'il n'est pas expert en astronomie, est inutile. Car la science des étoiles est de tous les arts, à la fois la plus excellente dans son objet et la plus utile à cause de l'effet des talismans. Et plus loin, il ajoute, la plus noble partie de l'astronomie est la science des talismans. Sa science des talismans a été transmise à l'Occident par au moins 2 traducteurs. Elle était considérée comme plus importante que ses mathématiques. Alors j'ai choisi de vous livrer sa parole, en l'illustrant de quelques talismans ressemblant à ceux qu'il devait fabriquer. Les images sont issues du catalogue d'une exposition qui s'est tenue à l'Institut du monde arabe, intitulée Un art secret, les écritures talismaniques de l'Afrique de l'Ouest. Et il s'agit de feuilles de papier, de tapis ou de tuniques, sur lesquelles sont écrits des nombres, des invocations, des noms sacrés, voire des versets du Coran. Comme dans l'image que vous voyez,
vous pourrez remarquer une certaine recherche géométrique, qui est un nouvel exemple du versant magique des mathématiques. Écoutez Tabit Imkura, il vous raconte sa vie. Les esprits de Saturne s'étaient unis à moi et m'aidaient contre quiconque s'opposait à moi. Il se trouva qu'une personne envieuse monta Al-Muwaffaq contre moi dans l'affaire de son fils Al-Mu'tadid et prétendit que je l'avais incité à faire quelque chose de vil. En conséquence, Al-Muwaffaq était très en colère contre moi et je pensais qu'il allait me tuer. Comme je dormais dans mon lit, mon esprit vint me visiter, m'éveilla de mon somme et m'ordonna de fuir. Je quittai donc ma maison et allai me réfugier chez un ami. Juste avant l'aube, un messager d'Al-Muwaffaq vint et me chercha, mais ne me trouva ni chez moi ni chez aucun de mes voisins. Quand je me levai, j'appris que le messager d'Al-Muwaffaq m'avait cherché. Ensuite, il chercha mon fils Sinan. Il était dans son lit, mais il ne le vit pas. Alors, j'appris que l'esprit le cachait aux yeux de ceux qui le cherchaient. De plus, les torches que le messager portait s'éteignirent, et il fut impossible de les rallumer. Mon fils allait et venait dans la maison sans être reconnu. Alors, j'interrogeai mon esprit, disant: Pourquoi n'as-tu pas fait pour moi ce que tu as fait pour mon fils? Et l'esprit répondit: Ton point zodiacal était en opposition avec Mars, et avec une étoile fixe de la même apparence que Mars. Donc, nous ne nous sentions pas aussi sûrs dans ton cas que dans celui de ton fils Sinan, car son point zodiacal à lui était immune contre les maléfices. Alors, je fabriquai un talisman, et il vainquit l'ennemi après 40 jours. Je reçus l'aide d'un de mes frères, chez qui Mars était dominant, et il eut une fin tragique. Alors, mon esprit se mit en colère contre moi et me punit tellement que je craignis pour ma vie. Alors, je m'excusai auprès de lui et lui dis: Je pensais que tu étais trop important pour t'occuper d'affaires pour lesquelles je demandais l'aide des autres. Je ne cessai pas de l'amadouer avec des sacrifices et des prières, jusqu'à ce qu'il cesse de s'en prendre à moi. Alors, je demandai à l'esprit de Saturne de réparer le cœur d'Al-Muwaffaq contre moi. Mais Saturne est une planète froide par nature et lente à se mettre en mouvement, et donc cela lui prenait longtemps de traiter mon cas. Alors, je demandai l'aide de Vénus et lui fis un sacrifice. En même temps, je fis un sacrifice à mon esprit pour qu'il ne me fasse pas du mal pour avoir demandé l'aide de Vénus. Le but fut atteint et je fus sauvé. Dans l'anecdote suivante, c'est toujours Tabit Imkura que nous allons écouter. Cette fois-ci, il s'associe à un de ses collègues, et ce n'est pas n'importe qui. Costa Imluka est un chrétien de Balbec, Constantin, fils de Luc. Lui aussi recruté par les frères Banu Moussa pour sa connaissance du grec et de l'arabe. Il a traduit rien moins que les arithmétiques de Diophante. C'est aussi un très grand scientifique qui a écrit des quantités d'ouvrages, en particulier de médecine. Vous allez apprécier la méthodologie expérimentale des deux associés. Un ancien a décrit une pommade pour les yeux, qui vous fait voir tout ce qui est loin, comme si c'était juste devant vous. J'ai préparé cette pommade et quelqu'un de Babylone l'a utilisée sur lui-même. Et il me dit qu'il voyait toutes les étoiles fixes et errantes dans leur position. Et la lumière de ses yeux pénétrait à travers des corps épais, et il pouvait voir ce qu'il y avait derrière. Alors, Costa Luca et moi-même le testâmes.
Nous allâmes dans une maison et écrivîmes quelque chose. Et il le lut, et s'arrêta au début et à la fin de chaque ligne, comme s'il était avec nous. Alors, nous prîmes une feuille de papier et écrivîmes dessus avec un mur épais entre nous, et il prit une feuille et copia ce que nous avions écrit, comme s'il regardait ce que nous écrivions. Finalement, Kostai Mluka demanda des nouvelles d'un de ses frères à Balbec. Il regarda fixement. Ensuite, il nous dit qu'il était malade et qu'il avait eu un enfant dont l'ascendant était taureau à 3 degrés. Nous vérifiâmes et trouvâmes qu'il avait raison. En racontant ce qui précède, j'ai repensé à la grandiose affaire des avions renifleurs de la fin des années 70. Comme vous êtes trop jeune pour vous en souvenir, il va falloir que vous demandiez à Google. Je vous jure que ça en vaut la peine. On n'a pas souvent l'occasion de rigoler un bon coup comme ça.